Le capitaine Jake Morrison, debout près de la grande fenêtre de sa salle de repos, observait le vaisseau extraterrestre s'approcher. L'engin était colossal, presque 3 fois plus grand que son propre navire, la UES Liberty. Sa surface, recouverte d'un métal sombre aux angles acérés qui ressemblaient à des armes même lorsqu'ils n'étaient pas utilisés, était parsemée de feux rouges clignotants, comme des yeux furieux. « Capitaine, il demande l'autorisation d'accoster », annonça la lieutenant Amy Rodriguez derrière lui. Officière culturelle du navire, elle vivait aujourd'hui le jour le plus important de sa carrière. Premier contact avec une race extraterrestre désireuse de dialogue plutôt que de tir. Jake se retourna et acquiesça. « Dites-leur qu'ils peuvent accoster au quai 7. Assurez-vous que la garde d'honneur est prête. » Il redressa son uniforme et vérifia son reflet dans le miroir. Aujourd'hui, l'humanité allait rencontrer l'Empire zélanien. Pour la première fois, tout devait être parfait. Les Zélaniens avaient contacté la Terre 6 mois plus tôt. Leur message était simple et direct. Ils gouvernaient 17 systèmes stellaires et recherchaient en permanence de nouveaux alliés. Ils avaient entendu parler des humains et souhaitaient les rencontrer. Le message, sans être amical, n'était pas hostile non plus. Il sonnait plutôt comme une proposition d'affaires. Amy rejoignit Jake en direction de la salle de conférence principale. « Les traducteurs fonctionnent parfaitement, monsieur. Nous devrions sans problème nous comprendre. J'ai également préparé des dossiers d'information sur la culture humaine. Des éléments basiques, comme nos systèmes gouvernementaux et nos capacités commerciales. » « Qu'est-ce que nous savons de leur culture ?» demanda Jake en parcourant les couloirs. Les membres d'équipage croisés redressaient légèrement la posture à leur vue. Chacun savait combien cette journée était importante. « Ce sont des guerriers, monsieur. Tout ce que nous avons appris suggère qu'ils règlent les problèmes par la force et l'action militaire. Ils ont conquis ces 17 systèmes et non négocié avec eux. Mais le fait qu'ils veuillent nous parler est un bon signe. » Le commandant Ryan Hayes les attendait devant la salle de conférence. Second du capitaine et militaire chevronné depuis 20 ans, il était parfaitement capable de gérer des négociations délicates. « La salle est prête, capitaine. La sécurité est en place, mais maintient la distance comme prescrit. Nous ne voulons pas paraître menaçants. » Jake sourit. « Ryan, je ne crois pas que nous puissions paraître menaçants à ces gens même si nous le voulions. » Les 3 officiers entrèrent dans la salle. L'espace le plus raffiné de la Liberty, elle présentait une longue table en bois massif et des fauteuils confortables. Les murs affichaient des images de la Terre et des plus grandes réussites de l'humanité. Le débarquement lunaire, la première colonie martienne, la construction des ascenseurs spatiaux, symbole d'une humanité capable de grandes choses, même sans être une puissance militaire. Le contact du vaisseau extraterrestre, monsieur. Ils sont prêts à embarquer. Faites-les entrer, répondit Jake. Son cœur battait plus vite que d'habitude. La réputation de l'humanité à partir de ce moment dépendrait de la réussite de cette première rencontre. La porte s'ouvrit et le premier extraterrestre entra. Jake avait vu des images des communications préliminaires, mais voir un Zélanien en personne était différent. Élevé, presque 2,10 mètres, sa peau verte était recouverte d'écailles. Sa tête, longue et étroite, ressemblait à celle d'un lézard, et ses yeux jaunes semblaient le percer. Il portait une armure à la fois cérémonielle et fonctionnelle, ornée de symboles qui révélaient probablement son rang ou ses réalisations. 2 autres extraterrestres suivirent, légèrement plus petits, mais tout aussi imposants. Tous 3 dégageaient la confiance de soldats professionnels, invincibles. Leurs regards balayèrent la pièce, prenant note des sorties, des armes potentielles, des positions défensives. Même lors d'une rencontre pacifique, ils pensaient comme des guerriers. « Je suis le commandant de guerre Texa de l'Empire zélanien », déclara le premier extraterrestre. Sa voix était grave et rauque, comme du gravier dans un tuyau métallique. Le système de traduction fonctionna à la perfection, transformant les sons extraterrestres en anglais clair. « Ce sont mes conseillers, le sous-commandant Krell et le chef tactique Vexna. » Jack avança et tendit la main dans le geste d'accueil humain. « Je suis le capitaine Jake Morrison, du vaisseau UES Liberty. Voici mon officier culturel, la lieutenant Amy Rodriguez,
et mon second, le commandant Ryan Hayes. Bienvenue à bord de notre navire. » L'extraterrestre regarda la main tendue de Jake un instant, puis la lui serra. La poignée de main fut brève mais ferme. La peau de Texa était chaude et sèche, comme du cuir laissé au soleil. « Votre navire est plus petit que prévu, Texa, » déclara-t-il une fois tous assis autour de la table. « Mais la construction semble solide. » « Combien d'armes transporte-t-il » Amy intervint rapidement. « Le Liberty est principalement un navire d'exploration, commandant de guerre. Nous disposons de systèmes de défense, mais notre objectif principal est la recherche scientifique et les missions diplomatiques comme celle-ci. » Les trois extraterrestres se regardèrent. Krell dit quelque chose dans leur langue et Vexna émit un son qui pourrait être du rire. Jake n'eut pas besoin de traduction pour comprendre. Les humains étaient amusants aux yeux des Élaniens. « Vous explorez l'espace et les vaisseaux avec si peu d'armes ?» questionna Texa. « Ceci semble dangereux. » « Que faites-vous face à des forces hostiles ? » « Nous essayons d'éviter les conflits autant que possible, » répondit Ryan. « Les humains préfèrent résoudre les problèmes par la négociation et le commerce, plutôt que par la guerre. » Une nouvelle fois, les extraterrestres échangèrent un regard. Jake commençait à comprendre que les Élaniens ne pouvaient pas concevoir une espèce qui ne résolvait pas tout par le combat. « Parlez-nous de votre empire, Amy, » suggéra-t-il, changeant de sujet. « Comment avez-vous conquis autant de systèmes ?» Texa se pencha en arrière dans son siège et pour la première fois, il parut satisfait. « Nous sommes des guerriers, lieutenant Rodriguez. Pendant 1000 ans, nous nous sommes répandus dans la galaxie, apportant de l'ordre au chaos. Lorsqu'on trouve un système, on évalue ses défenses. Si elles sont fortes, on négocie. Si faibles, on conquiert. C'est simple et efficace. »« Et dans quelle catégorie les humains s'inscrivent-ils » demanda Jake. Texa étudia Jake un long moment. « Cela reste à voir, capitaine Morrison. Votre espèce nous est nouvelle. Nous savons que vous vous êtes répandu sur plusieurs systèmes en très peu de temps, ce qui démontre des capacités. Mais vos vaisseaux sont peu armés, et vous parlez d'éviter les conflits. Cela suggère une faiblesse. » Jake ressentit un éclair d'irritation, mais garda la voix calme. « Peut-être que notre définition de la force diffère de la vôtre, commandant de guerre. Peut-être, acquiesça-t-il. Nous verrons. Parlez-nous de vos capacités militaires. Combien de navires commandent la Terre ? Quelle est votre stratégie pour la défense des systèmes ?» La conversation continua sur des sujets similaires pendant 1 heure. Les extraterrestres posaient des questions sur la puissance militaire humaine, tandis que les humains essayaient de diriger le dialogue vers le commerce et les échanges culturels. Il devint clair que les Élaniens voyaient tout à travers le prisme de la guerre. Ils respectaient la force et s'intéressaient peu à autre chose, mais n'étaient pas hostiles. Jake commença à réaliser que c'était ainsi que les Élaniens menaient toutes leurs négociations. Ils avaient besoin de comprendre les capacités militaires humaines, non pas pour attaquer, mais parce que la force était la seule chose qu'ils comprenaient en tant que base du respect. Alors que la réunion solennelle prenait fin, Jake prit une décision. Si les Élaniens avaient besoin de voir les capacités humaines pour les prendre au sérieux, peut-être était-il temps de leur faire visiter le vaisseau. « Commandant de guerre, vous et vos officiers souhaiteriez-vous voir plus de notre navire ?» proposa Jake à la fin de la réunion formelle. « Cela pourrait vous aider à comprendre le fonctionnement des humains. » Texa inclina sa tête massive, considérant l'offre. « Oui, cela serait utile. Nous souhaitons en apprendre davantage sur la technologie et l'organisation humaine. » Amy se leva rapidement. « Je serais ravi de vous faire visiter. Nous pouvons vous montrer nos sections d'ingénierie, nos installations médicales et nos espaces de loisirs. » Le groupe quitta la salle de conférence et commença à parcourir les couloirs du Liberty. Les extraterrestres se déplacèrent avec précaution, leurs yeux scrutant constamment tout autour d'eux. Jake remarqua qu'ils marchaient en formation, ce qui leur permettait de se protéger s'ils étaient attaqués. Même lors d'une visite pacifique, ils pensaient comme des soldats. « Voici notre principale section d'ingénierie », expliqua Amy en pénétrant dans une grande salle remplie de machines tournoyantes et de lumières clignotantes. Le chef mécanicien Pete Collins leva les yeux d'un panneau de contrôle et salua les visiteurs respectueusement. Le moteur à distorsion utilise une réaction de fusion contenue pour courber l'espace autour du navire, ajouta Amy. Nous pouvons voyager plus vite que la lumière, mais seulement pour des distances limitées avant de devoir nous arrêter et nous recharger.
Kra examina les machines avec un vif intérêt. Cette technologie est efficace. Combien de navires comme celui-ci votre espèce possède-t-elle? Le Liberty est l'un des 50 vaisseaux d'exploration, répondit le commandant Ace. La Terre possède aussi des cargos, des transports passagers et, oui, certains vaisseaux militaires pour la défense du système. Les extraterrestres semblèrent impressionnés malgré eux. 50 navires comme le Liberty représenteraient une force importante, même si leurs objectifs n'étaient pas purement militaires. La visite continua dans le compartiment médical, où le docteur Helena Foster leur montra les équipements de pointe utilisés pour traiter les blessures et les maladies. Les extraterrestres semblèrent perplexes par la notion de dépenser des ressources pour soigner les faibles au lieu de simplement les remplacer, mais ne firent pas de commentaires. « Votre technologie est plus avancée que nous ne l'avions initialement supposé », admit Texa en se dirigeant vers les aires de loisirs. « Peut-être que les humains ne sont pas aussi faibles qu'ils paraissent. » Ils entrèrent dans la salle de loisirs principale, un vaste espace où l'équipage pouvait se détendre et socialiser pendant les heures de repos. Une vingtaine de personnes étaient éparpillées dans la salle, certaines lisant, d'autres regardant des programmes de divertissement sur les écrans muraux, et quelques-uns s'adonnant à divers jeux et activités. Dans un coin, une foule s'était rassemblée autour d'une petite table. 2 membres d'équipage étaient assis en face l'un de l'autre, fixant attentivement quelque chose entre eux. Les spectateurs autour d'eux parlaient à voix basse, pointant occasionnellement la table et lançant des suggestions. « Que se passe-t-il là-bas » demanda Bixna, en désignant la foule. « Oh, c'est juste une partie » répondit Amy. « Des échecs. C'est très populaire auprès de l'équipage pendant leur temps libre. » Les extraterrestres semblaient intrigués. Les jeux n'étaient pas quelque chose que leur culture comprenait bien. Les loisirs de Zelani impliquaient généralement des entraînements au combat ou des compétitions de force. Les activités mentales pour le plaisir étaient des concepts étrangers. Ils se sont rapprochés de la foule. À la table, Hanson Matt Turner et la garde principale Kate Sullivan étaient profondément concentrés, étudiant une échiquier couverte de minuscules pièces sculptées. L'échiquier était divisé en 64 cases de couleurs alternées, et chaque joueur disposait de 16 pièces de formes différentes. « Comment ça marche » demanda Texva. La responsable des communications, Lisa Park, qui avait observé la partie, se tourna pour expliquer. Chaque type de pièce se déplace selon un motif différent sur l'échiquier. L'objectif est de piéger le roi adverse, afin qu'il ne puisse bouger sans être capturé. Cela exige de la planification et de la stratégie. Krell se pencha au-dessus de l'échiquier. Ce ne sont pas de véritables guerriers. Ce ne sont que des morceaux de bois sculptés. Exactement, Lisa rit. Tout est symbolique. Nous utilisons notre esprit au lieu d'armes réelles. Les joueurs doivent anticiper plusieurs coups et essayer de prédire ce que fera leur adversaire. Les extraterrestres ont observé pendant plusieurs minutes les coups de Matt et de Kate. Chaque joueur étudiait attentivement l'échiquier pendant de longues périodes avant de déplacer une seule pièce. La foule autour d'eux offrait des commentaires et des suggestions discrets. « Pourquoi tant de monde regarde » demanda Vexna. « Parce que c'est excitant » expliqua la garde principale Carlos Martinez. Ces deux-là sont d'excellents joueurs. Kate prépare une attaque complexe depuis 15 minutes. Mais Matt a peut-être vu venir. Il a déplacé ses pièces vers des positions défensives. Les extraterrestres étaient confus. Comment déplacer de petites pièces de bois peut être excitant? Comment de grands guerriers peuvent-ils trouver du plaisir dans quelque chose qui ne nécessite ni compétences physiques ni danger réel? C'est ce que les humains font pour s'amuser, demanda Texa. Une des nombreuses choses, répondit Amy. Nous avons des sports qui impliquent de l'activité physique, des jeux qui mettent à l'épreuve les capacités mentales, des activités artistiques pour l'expression créative. Les humains apprécient de nombreuses façons de passer leur temps libre. Matt a finalement joué, faisant glisser une pièce sculptée en diagonale sur l'échiquier. Kate regarda la nouvelle position un instant, puis sourit et secoua la tête. « Belle défense, dit-elle. Je n'avais pas vu ça venir. Tu m'as inquiété un moment, répondit Matt. Cette attaque aurait été dévastatrice si je ne l'avais pas remarqué à temps. Les membres de l'équipage présent commencèrent à discuter du coup, soulignant comment Matt avait tranquillement préparé sa défense pendant que Kate élaborait son attaque. Ils ont parlé de coups alternatifs et de différentes stratégies possibles.
Texa écoutait la conversation avec un intérêt croissant. Les humains discutaient de tactique et de stratégie avec la même sérieux que ses propres officiers lorsqu'ils planifiaient des opérations militaires. Mais ils le faisaient pour s'amuser. « Depuis combien de temps joue-t-il à ce jeu » demanda Kra. « Environ 2 heures, » répondit Lisa. « C'est une très belle partie. Les 2 joueurs réfléchissent très attentivement à chaque coup. » 2 heures ? Bixa semblait étonné. Ils sont restés assis à réfléchir pendant 2 heures et c'est considéré comme divertissant. Oui, parfois les parties peuvent durer bien plus longtemps. J'ai déjà joué une partie qui a duré 6 heures. C'était incroyable. Les extraterrestres se sont regardés avec des expressions que Jake ne pouvait pas déchiffrer. Ils semblaient troublés par quelque chose, mais ils ne comprenaient pas quoi. C'était juste un simple jeu d'échecs, proposa Matt en remarquant les visiteurs extraterrestres. Je serais ravi de vous apprendre les règles. Ce n'est pas difficile d'apprendre les bases. Texva regarda l'échiquier un long moment. Les petites pièces de bois semblaient assez inoffensives, et les règles que Lisa avait expliquées semblaient simples. Combien ça pouvait être difficile ? Très bien, le commandant de guerre a dit. J'essaierai ce jeu humain. Matt Turner installa rapidement un nouvel échiquier, tandis que Kate se déplaçait pour faire de la place pour le commandant de guerre. La foule s'est agrandie, à mesure que la nouvelle se répandait, qu'un des visiteurs extraterrestres allait jouer. Même des membres d'équipage d'autres parties du navire ont commencé à arriver pour regarder. Les pièces blanches jouent toujours en premier, expliqua Matt, arrangeant les figurines en bois sculptées sur leur case de départ. Chaque pièce a son propre schéma de mouvement. Les pions ne peuvent se déplacer que d'une case vers l'avant, sauf lors de leur premier déplacement où ils peuvent avancer de 2 cases. Texva hocha la tête, étudiant l'échiquier. Le concept semblait assez simple. Ces gens avaient des jeux de guerre beaucoup plus complexes. Les tours se déplacent en ligne droite, les fous se déplacent en diagonale, et les cavaliers se déplacent en forme de L, continua Matt. La reine peut se déplacer dans n'importe quelle direction, et le roi se déplace d'une case à la fois dans n'importe quelle direction. L'objectif est d'échec et mat, le roi adverse. Échec et mat, demanda Dexa. Cela signifie que le roi est pris au piège et ne peut pas échapper à la capture, expliqua Amy. Lorsque cela se produit, la partie se termine et celui qui a réalisé l'échec et mat gagne. Le commandant de guerre ramassa un des pions blancs et l'examina de près. Une pièce si petite et simple. Comment quelque chose de si basique peut-il nécessiter 2 heures de concentration ? Je comprends, dit-il, replaçant le pion sur sa case. Commençons. Matt effectua le coup d'ouverture traditionnel, faisant avancer un pion de 2 cases. Texa étudia ses options et déplaça l'un de ses pions vers l'avant. Les ouvertures se sont déroulées rapidement. Les 2 joueurs ont développé leurs pièces en suivant des principes fondamentaux que Matt avait expliqués. Mais au fur et à mesure que la partie progressait, Texa commença à réaliser que c'était plus complexe qu'il n'y paraissait. Chaque mouvement créait de nouvelles possibilités et des menaces. Chaque pièce qui bougeait modifiait l'ensemble du tableau. Ce qui semblait être une simple avancée de Matt était en réalité partie d'un plan global, qui ne deviendrait clair que plusieurs coups plus tard. « Vous faites bien pour un joueur débutant », observa Cake lorsque Texa étudia attentivement son prochain coup. La plupart des gens commettent des erreurs majeures lors de leur première partie. Le commandant de guerre commençait à transpirer malgré la température agréable de la pièce. Ce n'était pas comme les jeux de stratégie de son propre peuple, où la force et l'agression déterminaient généralement le gagnant. Cela exigeait un type de réflexion différent. Un type de réflexion qui lui semblait étranger et troublant. Autour de la table, l'équipage humain regardait avec un plaisir évident. Ils ont fait de petits commentaires sur la position, soulignant les bons coups et les occasions manquées. Texa remarqua qu'il ne se contentait pas d'observer la position actuelle, les calculait les coups qui pourraient avoir lieu plusieurs tours plus loin. « S'il prend ce fou !» murmura un membre de l'équipage. « Matt peut prendre le roi et la tour avec son cavalier en 3 coups. »« Seulement si le commandant de guerre ne le voit pas venir, » un autre répondit. « Il pourrait bloquer avec sa reine et maintenir l'équilibre matériel. » Texa sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Ces humains discutaient décontractément de séquences tactiques complexes comme s'il s'agissait d'évidence. Ils pensaient plusieurs coups en avancée, calculant des variations qu'ils n'avaient même pas envisagées. 1 heure passa. Texa était fier de n'avoir commis aucune erreur importante, mais il perdait clairement.
Les pièces de Matt étaient mieux placées, contrôlant plus de l'échiquier, avec plusieurs cibles. Chaque coup du commandant de guerre semblait donner de nouveaux avantages à son adversaire. Excellente défense, commenta Matt lorsque Texva réussit à éviter un piège astucieux. Vous avez vu venir le sacrifice du fou juste à temps. Le commandant de guerre ne l'avait pas du tout vu venir. Il avait bougé sa pièce pour des raisons complètement différentes et ne s'est rendu compte plus tard qu'il avait évité le désastre. Mais Matt a supposé que c'était intentionnel, ce qui signifiait que l'humain pensait à un niveau où même les bons coups accidentels ressemblaient à des stratégies calculées. Le lieutenant Rodriguez apparut à côté de Texva. « Comment appréciez-vous la partie, commandant de guerre ?»« C'est exigeant, » répondit-il, sans quitter l'échiquier des yeux. Il commençait à comprendre pourquoi la partie précédente avait duré 2 heures. Chaque décision nécessitait une analyse approfondie des conséquences, qui pourraient ne pas apparaître avant des dizaines de coups. Le docteur Helena Foster rejoignit le groupe de spectateurs. « Oh, c'est excitant ! Matt a un bon avantage positionnel, mais le commandant de guerre a encore des possibilités tactiques du côté du roi. » Texa leva brusquement les yeux. Le médecin du vaisseau analysait les tactiques militaires comme si c'était son passe-temps habituel. Combien de ces humains comprenaient la pensée stratégique assez bien pour évaluer des positions de bataille complexes ? « Je pense qu'il devrait faire avancer le pion H », suggéra le chef Collins, l'ingénieur. Cela donnerait plus d'envergure à sa tour et créerait des menaces contre la position du roi de Matt. Collins avait raison. Texa le voyait maintenant que l'ingénieur l'avait fait remarquer. Mais le fait qu'un ingénieur du vaisseau puisse immédiatement repérer des opportunités tactiques qui avaient échappé à un commandant militaire zélani entraîné était profondément troublant. La partie continua. Texa apprenait, mais chaque leçon se payait d'un nouvel inconvénient sur l'échiquier. Matt ne le battait pas seulement, il lui apprenait par le jeu lui-même, lui faisant découvrir des concepts par une démonstration pratique. Magnifique manœuvre du cavalier, commenta Kate alors que Matt repositionnait une de ses pièces. Centralisation classique avec de multiples menaces. J'adore comment il utilise les cases faibles autour du roi adverse, ajouta Carlos. C'est comme une strangulation lente. Texa réalisa avec une horreur croissante que les humains discutaient de sa défaite avec un plaisir évident. Ils profitaient de le voir perdre, non pas par cruauté, mais parce qu'ils appréciaient la manière élégante dont Matt remportait la victoire. Ils trouvaient de la beauté et de la domination tactique. Le sous-commandant Krell et le chef tacticien Vexna avaient regardé en silence, mais Texva sentait leur malaise. Les officiers de Texa, des guerriers expérimentés et connaisseurs de la stratégie militaire, partageaient son constat. Ces humains ne jouaient pas. Ils mettaient en œuvre une pensée stratégique comparable, voire supérieure, à celle de chefs militaires chevronnés. Ils le faisaient avec aisance et légèreté, considérant cela comme un simple divertissement. « Vérifiez », dit Matt d'une voix calme, déplaçant sa reine pour attaquer le roi de Texa. Le commandant s'efforça de trouver une issue. Son roi était sous attaque, les possibilités d'évasion réduites. Chaque mouvement semblait amplifier les problèmes. Les humains restaient impassibles, attendant patiemment ses calculs, offrant parfois des paroles encourageantes qui, désormais, sonnaient comme menaçantes. Ces êtres, qui résolvaient les problèmes par la négociation et le commerce, avaient passé des heures à démontrer leurs aptitudes stratégiques. Chaque spectateur se projetait dans des variations tactiques avec la même aisance que des soldats chevronnés. « Y a-t-il une issue ?» demanda Matt avec douceur. « Oui, mais il faut sacrifier des pièces pour briser l'attaque. » Sacrifice. Les humains parlaient du sacrifice de pièces précieuses pour des avantages à long terme, comme s'il s'agissait d'une évidence. Les Zélani comprenaient le sacrifice en guerre, mais ces humains le présentaient comme un élément essentiel d'activité récréative. Quelle espèce considérait le sacrifice tactique comme un divertissement ? 3 heures s'étaient écoulées depuis le début de la partie d'échecs. Texa se trouvait de plus en plus dans le détroit. Ce qui le troublait plus que la défaite était la désinvolture avec laquelle les humains discutaient de concepts que ses meilleurs stratèges militaires auraient mis en débat. Il pourrait tenter un sacrifice de la tour sur F7, suggéra le docteur Foster. Cela pourrait lui donner suffisamment de contre-jeu pour terminer par un match nul. Trop risqué, répondit le chef Collins. Le roi de Matt est trop sûr. Mieux vaut négocier la fin de partie et tenter de préserver le match nul. Texa regarda ses humains.
Un médecin et un ingénieur débattaient de tactiques militaires complexes comme s'ils parlaient du temps. Le sacrifice de la tour évoqué par Foster nécessitait pour être jugé judicieux les calculs des variations 15 coups plus loin. Comment un médecin de bord connaissait-il une théorie tactique aussi avancée? Votre équipage semble très spécialisé dans la stratégie, commenta Kell au capitaine Morrison, arrivé pour assister au dernier moment du jeu. Jake sourit. Les échecs sont populaires dans toute la flotte. La plupart de nos officiers jouent et nous organisons des tournois entre navires en port. Cela permet de garder l'esprit vif lors des longs voyages. Des tournois, demanda Vexana. Des compétitions, expliqua Amy. Des centaines de joueurs s'affrontent pour déterminer le meilleur. Certains de nos équipages ont des classements qui pourraient les qualifier pour des compétitions professionnelles ici-bas. Les mains de Texa tremblaient. Les humains avaient transformé une forme de pensée stratégique militaire en compétition de loisirs, en organisant des qualifications basées sur la capacité tactique. Et le tout était considéré comme un passe-temps. Matt prépare une belle fin de partie, observa Lisa Park. Regardez comment il optimise la position de ses pièces en limitant les options du commandant. Une technique classique. Matt déplaça son fou sur une nouvelle case. Et soudain, Texa vit le piège qui se mettait en place depuis 1 heure. Chaque pièce était parfaitement positionnée pour l'attaque finale. L'humain avait planifié cette combinaison depuis le début de la partie, déplaçant les pièces avec une précision patiente. Je ne le vois pas, admit Texa, examinant la position. Regardez ça, dit Matt, commençant une série de coups qui démantelèrent peu à peu les défenses de Texa. Cavalier prend pion mat. Roi se déplace ici. Fou en D5, attaquant la tour et coupant la retraite du roi. La tour se déplace là. La reine en H5. Le roi n'a plus d'issue. Le commandant Zelani regarda avec fascination et horreur Matt démontrer la combinaison gagnante. Chaque mouvement était forcé. Texa n'avait plus de choix. L'humain avait calculé toute cette séquence des heures auparavant et avait discrètement positionné les pièces pour mener l'attaque. Échec et mat en 6 coups, annonça Matt avec plaisir. Excellente partie, commandant. Vous vous êtes bien défendu. Les humains autour de la table applaudissaient poliment. Ils étaient sincèrement impressionnés par la défense de Texa, même s'il avait perdu de façon décisive. Ils reconnaissaient la qualité de l'opposition qu'il avait offerte face à une stratégie supérieure. « Depuis combien de temps jouez-vous à ce jeu » demanda Texa à Matt. « Environ 15 ans, répondit Lenson. « Depuis mon enfance. Mon père m'a appris à l'âge de 7 ans. À 7 ans, les enfants humains apprenaient des concepts tactiques. Les enfants Zelani apprenaient les fondamentaux du combat et le conditionnement physique. Ces humains formaient des esprits stratégiques dès l'enfance. Les enfants Zelani apprenaient les fondamentaux du combat et le conditionnement physique. « Tous les enfants humains apprennent ces jeux » demanda Kra. « La plupart, » répondit Kate. « Échecs, dames, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de puzzle. » Les jeux font partie intégrante de la culture humaine. Des milliers de jeux différents existent. « Des jeux de cartes » demanda Vexana. Carlos Martinez sortit un jeu de cartes. Comme le poker, c'est un jeu de lecture, de gestion des risques et de bluff. Il faut calculer les probabilités et essayer de deviner ce que pensent les autres joueurs. Il distribua quelques cartes. Chaque joueur reçoit des cartes que les autres ne voient pas. On mise sur la meilleure main, mais on peut aussi bluffer. Faire semblant d'avoir de bonnes cartes lorsqu'on n'en a pas, ou faire semblant d'en avoir de mauvaises lorsqu'on est fort. Texa examina les cartes. Les règles étaient simples, mais les implications étaient terrifiantes. C'était de la formation et de la tromperie, de la guerre psychologique déguisée en divertissement. Les humains jouent à se mentir les uns aux autres, demanda Texa. Eh bien, ce n'est pas vraiment mentir, expliqua Lisa. C'est plus une déviation tactique. Le plaisir réside dans la tentative de déjouer l'adversaire. Déviation tactique. Les humains utilisaient des termes courants pour désigner la tromperie stratégique et la considéraient comme amusante. « Et les jeux physiques » interrogea Texa, espérant trouver quelque chose de plus familier. « Oh, nous en avons beaucoup aussi » répondit avec enthousiasme le docteur Foster. « Football, basketball, soccer, des sports d'équipe où il faut coordonner ses actions avec ses coéquipiers tout en s'opposant à la stratégie de l'équipe adverse. »
Elle lança une vidéo sur l'un des écrans montrant des humains engagés dans ce qu'ils appelaient le football. Texa observa 2 groupes d'humains blindés s'affronter avec une certaine violence. Mais ce qui était intéressant, ce n'était pas le contact physique. Regardez comment le quart arrière analyse la défense, fit remarquer Foster. Il doit traiter des informations sur 11 adversaires en quelques secondes et choisir parmi des dizaines de possibilités. Pendant ce temps, la défense essaie de masquer ses intentions et de semer la confusion. C'étaient des tactiques de champ de bataille avec de prises de décision en temps réel, sous pression. Les humains exécutaient des stratégies complexes sous le feu ennemi. Ils le faisaient pour le plaisir. « Combien de personnes participent à ces jeux ?» demanda Krell. « Des millions », répondit le commandant Hayes. « Sur Terre seulement, il y a des ligues professionnelles, des ligues amateurs, des compétitions scolaires, des matchs de quartier. Presque tout le monde pratique un sport au moins une fois dans sa vie. Des millions d'humains s'adonnant régulièrement à des exercices de formation tactique. Des millions d'esprits aiguillonnés par la pensée stratégique, concurrentielle. L'Empire Zélani, avec ses 17 systèmes, n'avait peut-être que quelques milliers d'officiers tactiques. « Qu'est-ce que les Zélani font pour se détendre ?» demanda Amy innocemment. Texa réfléchit à l'entertainment Zélani, entraînement physique, exercice d'armes, simulation de combat avec du matériel réel, activité conçue pour développer la force et l'endurance destinées à la guerre. « Nous nous préparons à la bataille, » dit-il simplement. « Ça a l'air d'un dur labeur, » commenta Matt. « Vous ne vous détendez jamais, ne vous amusez jamais. » L'idée de la détente séparée de la préparation militaire était étrangère à Texa. Mais ce qui était plus troublant, c'était la prise de conscience que la détente humaine impliquait une réflexion stratégique plus complexe que la formation militaire Zélani. « Je crois comprendre maintenant, » dit Texa à ses officiers dans leur langue. « Ces humains ne sont pas une espèce pacifique. Ils sont une race guerrière qui a déguisé la guerre sous le couvert du loisir. » Krell hocha la tête avec gravité. Chaque humain de ce vaisseau avait reçu une formation tactique dès l'enfance. Il l'appelait jeu, mais c'était plus complet que nos entraînements militaires. Vexana regardait les humains avec une peur évidente. Si c'est ainsi qu'ils se détendent, à quoi ressemble leur véritable plan militaire ? Le match d'échecs était terminé, mais les extraterrestres restaient dans la salle de loisirs, posant d'autres questions sur le divertissement humain. Plus ils apprenaient à chaque réponse, plus ils se sentaient mal à l'aise. « Parlez-moi de ces tournois dont vous avez parlé, » dit Texa au capitaine Morrison. « Comment ça fonctionne ?» Jake fut ravi de leur expliquer. Chaque navire de la flotte possédait des joueurs d'échecs, généralement des dizaines. Lorsqu'ils rencontraient d'autres navires, ils organisaient des compétitions. Les vainqueurs se qualifiaient dans les tournois régionaux, puis au championnat de secteur et finalement au championnat interflotte organisé chaque année. « Combien de participants ?» demanda Kra. « Le dernier championnat interflotte a réuni plus de 10 000 participants, » répondit fièrement le commandant Hayes. La compétition était intense. Les parties à ce niveau pouvaient durer 6 à 8 heures, avec des joueurs calculant des variations, des centaines de coups, des milliers de joueurs dans des concours de stratégie. L'intégralité du commandement militaire Zélani comptait moins d'officiers que ceux qui participaient à un seul tournoi de loisirs humains. « Mais les échecs ne sont qu'un jeu, » ajouta Amy. « Nous avons aussi des tournois de poker, de jeux de stratégie, de jeux de simulation, de concours de puzzle. » Plusieurs membres d'équipage participaient à de multiples événements. Le docteur Foster avait survolé la conversation. « N'oubliez pas les simulations de jeux de guerre. Elles sont très appréciées des officiers tactiques. »« Des jeux de guerre ?» demanda Vexna d'un ton tranchant. « Des simulations informatiques où les joueurs commandent des flottes ou des armées dans des scénarios historiques ou fictifs, » expliqua Foster. « Elles sont incroyablement détaillées, avec une physique, une économie, une logistique réaliste. Tout. Certains scénarios prennent des semaines à se dérouler avec des équipes de joueurs gérant différents aspects de la campagne. » Une terreur glaciale se répandit dans son corps. Des équipes. « Oui, » dit le chef Collins, rejoignant la conversation. « Les meilleurs jeux de guerre exigent la coordination de nombreux joueurs. Une personne s'occupe des mouvements de la flotte, une autre gère les lignes d'approvisionnement. Une autre se concentre sur le renseignement et la reconnaissance. Cela enseigne le travail d'équipe et la spécialisation.
Les extraterrestres se regardèrent dans une panique croissante. Les humains avaient créé des systèmes de divertissement qui formaient des opérations militaires coordonnées. Ils pratiquaient des tactiques combinées et une logistique stratégique. Des activités récréatives, dit-il. À quel point ces simulations sont-elles réalistes ? Demanda Texa. Très réalistes, répondit Matt. L'armée utilise en fait des programmes similaires à des fins d'entraînement. Certains des jeux civils sont basés sur des simulations militaires déclassifiées. Ainsi, les humains utilisent leur système d'entraînement militaire réel comme divertissement. La frontière entre les jeux récréatifs et la formation militaire professionnelle a complètement disparu. « Et les enfants humains ?» demanda Krell. « Est-ce que les enfants participent à ces activités ?» Lisa Park éclata de rire. « Les enfants adorent les jeux encore plus que les adultes. Nous avons des tournois de jeux d'échecs juniors, des ligues sportives pour jeunes, des jeux éducatifs qui enseignent les mathématiques et les sciences à travers des énigmes et des défis. »« Des jeux éducatifs ?» Vexna semblait horrifiée. « Apprendre en jouant, expliqua Amy. Les enfants résolvent des problèmes, construisent des choses, explorent des mondes virtuels. Ils développent des compétences de pensée critique tout en s'amusant. C'est considéré comme le meilleur moyen d'éduquer les jeunes esprits. » Les Elani découvraient que les enfants humains recevaient une formation tactique avancée dès leur plus jeune âge, déguisée en divertissement. Chaque humain qu'ils avaient rencontré était le produit d'une vie entière de formation stratégique qui commençait avant qu'ils ne puissent marcher correctement. « Je suis curieux de quelque chose, » dit le docteur Foster aux extraterrestres. « Que font les jeunes Elani pour s'amuser ?» Théa réfléchit à la question. « Les jeunes guerriers pratiquent des techniques de combat. Ils apprennent le maniement des armes, la condition physique, les formations militaires de base. Lorsqu'ils sont assez âgés, ils participent à des épreuves de combat pour prouver leur valeur. » Les humains paraissaient perplexes. « Mais qu'en est-il de s'amuser simplement ?» demanda Kate. « Jouer, être créatif, explorer des idées, ces activités ne préparent pas les guerriers à la bataille. »« En fait, » répondit le chef Collins pensivement, « elles le font un peu. La résolution de problèmes, la pensée créative, la planification stratégique, ce sont toutes des compétences militaires, mais elles sont aussi utiles pour l'ingénierie, la science, l'art, presque tout ce que font les humains. » Le commandant de guerre commençait à comprendre quelque chose de terrifiant. Les Elani formaient leurs jeunes spécifiquement pour la guerre, produisant des soldats qui excellaient au combat, mais peu d'autre chose. Les humains formaient leurs jeunes à tout, produisant des personnes capables d'appliquer une pensée stratégique à n'importe quelle situation, y compris la guerre. Un ingénieur humain pouvait analyser des problèmes tactiques. Un médecin humain comprenait les principes stratégiques. Un artiste humain réfléchissait à des solutions créatives à des défis complexes. Chaque humain était un atout militaire potentiel, car leur culture entière était basée sur un entraînement mental déguisé en divertissement. « À quelle fréquence les humains s'adonnent-ils à ces jeux ?» demanda Vexa. « Tous les jours », répondirent plusieurs humains à la fois. Carlos expliqua plus en détail. « La plupart des gens jouent à quelque chose chaque jour. Peut-être juste une énigme rapide sur leur ordinateur, un jeu de cartes pendant la pause déjeuner, un sport après le travail. C'est ainsi que nous nous relaxons. Entraînement tactique quotidien pour toute la population. » Les unités les plus d'élite de l'Empire Zelani ne s'entraînaient pas tous les jours, mais chaque humain s'engageait dans des exercices de pensée stratégique comme partie de sa routine normale. « Même notre travail implique parfois des jeux, » ajouta le docteur Foster. Le diagnostic médical est comme résoudre des énigmes. L'ingénierie est comme construire avec des jouets de construction sophistiqués. La recherche scientifique implique de tester des théories par des jeux expérimentaux. Les humains avaient doté leur civilisation entière. Tout ce qu'ils faisaient impliquait des éléments de pensée stratégique, de résolution de problèmes et d'analyse compétitive. Ils avaient bâti une culture où la guerre mentale était aussi naturelle que la respiration. « Je pense que je dois voir plus de ces jeux, » dit Texa désespérément. Peut-être qu'il y avait une activité humaine qui n'impliquait pas une pensée stratégique au niveau militaire. Matt s'éclaircit. « Oh, il y a un jeu d'énigmes vraiment intéressant qui se déroule dans la pièce voisine. Des problèmes de logique tridimensionnels. Et je pense que certaines personnes jouent à un jeu de rôle dans le salon. »« Jeu de rôle ?» demanda Kell.
Un récit collaboratif où chaque joueur prend le rôle d'un héros dans un monde imaginaire. Amy expliqua « Ils travaillent ensemble pour surmonter les défis en utilisant la créativité, le travail d'équipe et la pensée stratégique. Travail d'équipe et pensée stratégique. Même leur récit impliquait une coopération tactique. » Ils se sont dirigés vers la pièce voisine où plusieurs membres de l'équipage travaillaient sur des puzzles tridimensionnels complexes nécessitant la rotation et la manipulation de pièces dans leur esprit. Les énigmes ressemblaient à des systèmes mécaniques abstraits, et les résoudre exigeait des compétences en raisonnement spatial précieuses pour l'ingénierie ou la navigation. Dans le salon, ils ont trouvé un groupe de 6 humains, assis autour d'une table recouverte de papier, de dés et de petites figurines. Une personne décrivait un scénario, tandis que les autres prenaient des notes et discutaient de leurs options. La forteresse ennemie est fortement défendue. Le narrateur disait « Vous voyez des tours de garde ici, ici et là-bas. La porte principale est renforcée. Mais il pourrait y avoir un moyen d'approcher par les égouts. Quel est votre plan ?» Les joueurs ont commencé à discuter des tactiques. Ils ont parlé de diversion, de voies d'infiltration, de coordination temporelle, de plans de contingence. Ils résolvaient un problème militaire complexe par une analyse coopérative. Et ils le faisaient pour le plaisir, en dehors de leurs heures de travail, parce qu'ils aimaient cela. « Combien de temps les humains jouent-ils à ce genre de jeu ?» demanda Théa au capitaine Morrison. Jake réfléchit un instant. « Des milliers d'années. Nous avons des documents sur des jeux de stratégie provenant d'anciennes civilisations, des jeux de société, des simulations militaires, des sports de compétition. Cela fait partie de la culture humaine depuis que nous avons des documents historiques, des milliers d'années. L'espèce humaine avait développé la pensée stratégique par le biais du divertissement pendant des millénaires. Chaque génération avait affiné les jeux, les rendant plus complexes, plus difficiles, plus éducatifs. Le résultat cumulé était une civilisation où chaque individu avait été formé dès sa naissance aux compétences mentales nécessaires à la guerre. Et il ne s'en rendait même pas compte. Pour les humains, les jeux étaient juste amusants. Ils n'avaient aucune idée qu'ils créaient l'espèce la plus sophistiquée tactiquement de la galaxie. La visite s'est terminée et les négociations officielles ont repris dans la salle de conférence. Mais tout avait changé. Les 3 officiers Zélani étaient assis en face de leurs homologues humains avec des expressions d'anxiété à peine dissimulées. « Le capitaine Morrison, » dit Texva avec précaution. « Nous avons beaucoup appris sur la culture humaine pendant notre visite. Peut-être devrions-nous discuter plus attentivement des termes de notre relation. » Jake a immédiatement remarqué le changement de ton. Le commandant de guerre ne parlait plus comme un supérieur évaluant des navires potentiels. Sa voix comportait le respect d'un pouvoir militaire, s'adressant à un autre. « Quel terme précis aviez-vous en tête, commandant de guerre ?» demanda Jake. « Des accords de défense mutuelle », répondit rapidement Théa. « Des partenariats commerciaux, un échange technologique. » L'Empire Zélani serait honoré de considérer l'humanité comme des égaux. Le commandant Hayes haussa un sourcil. Il y a 3 heures, ces extraterrestres demandaient des renseignements sur les capacités militaires humaines, comme si la Terre était une puissance mineure. Maintenant, ils proposent des traités de partenariat. C'est très généreux, dit Amy avec diplomatie. Puis-je savoir ce qui a changé votre évaluation de l'humanité ? Kel et Vexna se regardèrent nerveusement. Comment pouvait-il expliquer que regarder les humains jouer avait plus effrayé que de faire face à une flotte entière d'ennemis ? Votre espèce démontre des capacités inattendues, dit avec précaution Texa. Nous pensons qu'il existe des avantages mutuels à une alliance, plutôt qu'à d'autres relations. Jake commençait à comprendre. Les Zélani étaient arrivés avec l'intention d'évaluer les humains comme sujet potentiel de conquête. Quelque chose avait complètement changé d'avis. Quelque chose les avait rendus effrayés. « Commandant de guerre, » dit doucement Jake, « prévoyez-vous d'attaquer l'espace humain ?» Un long silence inconfortable s'installa. Enfin, Texva répondit. « De tels plans existaient. Procédure standard lors de la rencontre de nouvelles espèces. Mais après avoir observé votre culture, nous nous rendons compte que cela serait peu judicieux en raison de votre force militaire, demanda le commandant Hayes. En raison de votre population entière, dit Vexa doucement. Chaque humain que nous avons rencontré aujourd'hui a démontré des capacités de pensée stratégiques qui correspondent à nos meilleurs officiers tactiques. Vos enfants commencent à apprendre ces compétences avant même de pouvoir marcher. Votre culture entière est basée sur un entraînement mental
que nous n'utilisons que pour nos unités militaires d'élite, s'est joint à eux Dr Foster durant les négociations finales. Je ne suis pas sûr de comprendre. Voulez-vous parler de nos jeux et de nos sports? Oui, répondit Krell. Ce que vous appelez divertissement, nous le reconnaissons comme le programme de formation tactique le plus complet que nous ayons jamais rencontré. Vous avez militarisé le développement intellectuel et l'avez transformé en activité récréative. Les humains étaient déconcertés. Amy prit la parole en premier. Nous ne considérons pas les jeux comme une formation militaire. Ce sont juste des divertissements. Cela rend les choses pires. Vous avez créé une espèce où la pensée stratégique avancée est aussi naturelle que la respiration, déclara Texa avec un ton glacial. Vous ne vous en rendez même pas compte. Jake commençait à saisir l'envergure de la situation. Commandant de guerre, à quel point les loisirs humains sont-ils inhabituels? Dans les 17 systèmes conquis, nous n'avons jamais rencontré d'espèce qui s'adonne à la compétition stratégique pour le plaisir. La plupart des civilisations développent des capacités militaires uniquement lorsqu'elles sont nécessaires à la défense ou à la conquête. Les humains ont développé une pensée militaire comme fondement culturel qui sous-tend tout ce que vous faites. Mais nous ne sommes pas une espèce militaire, protesta Lisa. Nous explorons l'espace, menons des recherches scientifiques et pratiquons le commerce pacifique. Vos vaisseaux d'exploration transportent des armes minimales, car chaque membre d'équipage est une ressource stratégique. Vexna expliqua. Vos recherches scientifiques impliquent une résolution de problèmes complexes, qui se traduisent directement en applications militaires. Votre commerce pacifique exige des aptitudes à la négociation identiques à celles de la guerre diplomatique. Les humains commençaient à comprendre pourquoi les extraterrestres semblaient si troublés. « Dites-vous, » demanda Jake lentement, « que vous avez peur de nous. »« Terrifié, » admit Texa. « Capitaine, vos hommes m'ont vaincu à un jeu stratégique que je n'avais jamais joué auparavant. Vos membres d'équipage ont discuté de tactiques qui auraient défié nos forces militaires. Votre médecin a analysé des scénarios de bataille complexes comme s'il s'agissait de simples énigmes. » Il se pencha en avant. « Puis nous avons appris que des millions d'humains participent régulièrement à des compétitions stratégiques, que vos enfants commencent leur entraînement tactique dès leur plus jeune âge, que l'ensemble de votre système éducatif est basé sur des jeux qui développent des compétences militaires applicables, et que vous faites cela depuis des milliers d'années. » Kell ajouta, affinant continuellement vos méthodes, rendant l'entraînement plus efficace, assurant que chaque génération est plus capable, stratégiquement, que la précédente. Le docteur Foster parut réfléchir. Je suppose que, lorsqu'on le présente ainsi, la culture humaine met beaucoup l'accent sur la résolution de problèmes compétitifs. Beaucoup. Vexna rit, mais son rire ressemblait plus à une toux étranglée. Docteur, votre espèce a accidentellement créé la civilisation tactiquement la plus sophistiquée de l'espace connu. Et vous l'avez fait en transformant l'entraînement à la guerre en divertissement pour enfants. La pièce tomba dans le silence alors que les implications pénétraient tous les esprits. Les humains réalisaient que leur culture d'exploration pacifique ressemblait à une civilisation militaire incroyablement avancée pour les observateurs extérieurs. Alors, Jake dit finalement, « Je suppose que l'Empire Zélan ne tentera pas de conquérir l'espace humain. »« Absolument pas, » répondit fermement Texa. « Capitaine, nous avons conquis 17 systèmes en identifiant les faiblesses militaires et en les exploitant. L'humanité n'a aucune faiblesse militaire car vous n'avez aucune limite militaire. Chaque humain est un potentiel officier stratégique. Chaque colonie humaine est un centre de planification tactique. Chaque enfant humain reçoit une éducation militaire de pointe. » Il se leva et commença à marcher. « Comment pourrions-nous conquérir une espèce où les commis approvisionnements comprennent la logistique mieux que nos généraux, où les médecins civils peuvent analyser les tactiques de bataille, où les enfants résolvent des énigmes stratégiques pour s'amuser? Nous sommes venus ici pour évaluer une espèce mineure pour une éventuelle subjugation. » Kell dit, « Au lieu de cela, nous avons découvert que nous partagions la galaxie avec une civilisation qui pourrait probablement nous conquérir sans effort. Nous ne sommes pas intéressés par la conquête, » assura Amy. « Nous le savons, » répondit Vexa, ce qui le rend encore plus effrayant. Vous avez accidentellement développé la culture militaire la plus avancée de la galaxie, et vous l'utilisez pour l'exploration scientifique
et le divertissement culturel. Le capitaine Morrison prit sa décision. Commandant de guerre, le gouvernement terrestre unifié sera heureux de négocier des accords de défense et de commerce mutuel avec l'Empire Zéland. Nous préférons la coopération au conflit. Merci, capitaine, dit Texa avec un évident soulagement. L'Empire fera en sorte que l'espace humain soit classé comme zone protégée. Toute tentative de menacer les mondes humains sera réprimée par la force de réaction militaire Zéland. À la fin des négociations, Jake offrit un cadeau de courtoisie traditionnel. Commandant de guerre, veuillez accepter cet échiquier comme symbole d'amitié entre nos peuples. Texa regarda l'échiquier en bois et les pièces sculptées avec une nervosité évidente. Merci, capitaine, mais peut-être que quelque chose d'autre serait plus approprié. Les humains étaient perplexes jusqu'à ce qu'Amy réalise le problème. Pour les Zélans, l'échiquier n'était pas un cadeau amical, c'était un manuel de guerre tactique avancé, déguisé en jouet pour enfants. Nous enverrons plutôt des livres sur l'histoire de la Terre, proposa Jake avec diplomatie. Alors que la délégation extraterrestre se préparait à partir, Texa se retourna une dernière fois. « Capitaine Morrison, puis-je vous poser une question personnelle ? Bien sûr, si les humains considèrent les jeux stratégiques comme un divertissement relaxant, que faites-vous lorsque vous devez vous engager dans une planification militaire réelle ?» Jake réfléchit sérieusement à la question. « Commandant de guerre, honnêtement, je ne sais pas. L'humanité n'a pas mené de vraie guerre depuis plus d'un siècle. Nous nous sommes concentrés sur l'exploration et le développement à la place. » Texa hocha lentement la tête. Peut-être qu'il est préférable que cela soit ainsi pour le bien de tous. Lorsque le vaisseau Zéland s'éloigna, Jake rédigea son rapport de mission. Le premier contact avait été couronné de succès au-delà de toutes attentes. L'humanité avait gagné un allié puissant et avait évité une guerre qui aurait pu être dévastatrice. Ce qu'il n'a pas mentionné dans son rapport était le regard de terreur absolu dans les yeux des extraterrestres alors qu'ils regardaient les humains jouer aux échecs. Dans son journal personnel, Jake écrivit « Note pour moi-même, rechercher si nos activités de loisirs pourraient paraître menaçantes pour d'autres espèces. Recommander une formation à la sensibilisation culturelle pour les futures missions de premier contact. » Pendant ce temps, à bord du vaisseau Zélan, le commandant de guerre Texa rédigea son propre rapport à l'Empire. L'humanité doit être classée comme menace stratégique de niveau 1. En aucun cas, aucune force Zélan ne doit engager de vaisseau ou de monde humain. Recommander une approche diplomatique immédiate pour établir une alliance formelle. Raison. Les activités de loisirs humaines démontrent des capacités tactiques qui dépassent nos programmes d'entraînement militaire. S'ils considèrent la pensée stratégique au niveau de la guerre comme un divertissement pour enfants, leurs capacités militaires réelles sont au-delà de notre capacité à les évaluer ou à les contrer. La dernière ligne de son rapport deviendrait célèbre dans tout l'Empire Zéland. Lorsque les humains appellent quelque chose un jeu, nous devrions l'appeler un cauchemar.